Il est 19 heures. Dans cet immeuble près de Paris, tout a l'air calme. Mais au deuxième étage, chez Angélique, c'est le rush du dîner. Alors tout le monde est aux ordres. Je vais commencer à préparer le repas, d'accord? Parce qu'il est déjà 6h30 et à 7h, il faut qu'on soit à table. Angélique est maman de 3 enfants et en plus elle travaille, ce qui l'oblige parfois à rentrer tard. Bref, elle n'a pas vraiment le temps de mijoter un bon petit plat. Alors ce soir, c'est 100% surgelé. Poêlée de légumes et cordon bleu pour tout le monde. Ils aiment bien les enfants. Et nous aussi. Elle n'a pas une minute à perdre, alors les surgelés, c'est l'idéal. Les cordons bleus sont tout prêts, il suffit de les cuire. Idem pour les légumes. Le fait d'utiliser des produits surgelés, ça me fait gagner 3 quarts d'heure. Donc là, j'en ai à peu près pour 15 minutes du temps de cuisson. Angélique est une véritable accro à ces produits. Une addiction à laquelle son mari est habitué, car c'est désormais surgelé à quasiment tous les repas. Là, pour lundi, j'ai prévu de leur faire des carottes avec de la viande que j'ai congelée. Mardi, ce sera du hachis parmentier. Mercredi, riz cantonais. Et ainsi de suite jusqu'à dimanche avec des pâtes au jambon. Les surgelés font tellement partie de la vie familiale qu'Angélique a dû même investir dans un deuxième congélateur. Donc là, j'ai le frigo, là, j'ai un congélateur et là, j'ai encore un congélateur. Les enfants, on va passer à table. Et ça ne rigole pas. À l'heure dite, tout le monde est présent autour des surgelés. On fait légumes et viande avec des cordons bleus. Qui veut d'abord les légumes? Moi, j'en veux un tout petit peu, tout. Tout est réuni pour que ça fasse comme si c'était quelqu'un qui avait cuisiné, quoi. Après, ça reste bien sûr des produits surgelés, mais je pense de bonne qualité, donc du coup, la différence est moindre. On veut aussi. Et surtout, Angélique gère avec autant de rigueur le budget de la maison que son planning. Et ce soir, entre les cordons bleus et la poêlée paysanne, le repas lui est revenu à 9 €, soit moins de 2 € par personne. C'est étonnant, dis donc. Un vrai repas 2 fois moins cher qu'un sandwich, comment est-ce possible et que mange-t-on vraiment à ce prix-là? Il faut dire que les surgelés ont réalisé une spectaculaire percée dans notre vie quotidienne. Il y a 50 ans, ces produits étaient quasiment inexistants. Aujourd'hui, en France, 95% des familles en consomment régulièrement. Usines gigantesques, chaînes de fabrication à couper le souffle, avec quels moyens industriels et grandes surfaces ont-ils réussi à imposer ce mode de consommation? Il y a à peu près 500 et quelques références en surgelé. Ça a doublé, le marché a doublé. Mais derrière des packagings toujours plus alléchants, la qualité est-elle au rendez-vous? Les surgelés peuvent-ils vraiment rivaliser avec des produits frais? Et surtout, avec quelles astuces les industriels arrivent-ils à casser autant les prix sur les plats cuisinés? Dans ce cas, on va éliminer un peu de pommes de terre. On va en retirer 50 grammes. Dans cette bataille, certains industriels comme Picard ou Toupargel ne s'attaquent pas qu'au petit prix. Ils ont envahi les rayons haut de gamme, celui des traiteurs, avec des préparations qui en jettent, comme la coquille Saint-Jacques. Parfois, ils se sont même inspirés de desserts créés par des grands chefs, comme par exemple le désormais célèbre moelleux au chocolat. Mais les fabricants suivent-ils toujours les recettes originales? Voilà un cure coulant, 20 grammes. Ah, vous voyez, il est vraiment dur, il est surgelé. Vous allez découvrir les coulisses de l'impressionnante offensive des produits surgelés que vous retrouvez dans vos assiettes. L'irruption des surgelés dans nos supermarchés est à l'origine de sanglantes batailles avec les produits frais. Le premier rayon qui est attaqué de plein fouet, c'est celui des légumes. Ils ont beau jouer de leur apparence naturelle. Les carottes sont présentées parfois encore toutes terreuses, les haricots sont bien verts, et les poireaux semblent très frais. Seulement voilà, ils sont périssables et pas toujours bon marché. Comptez 1,50 € le kilo de carottes ou encore 6,95 € pour les haricots. Tandis qu'à quelques mètres de là, au rayon surgelé, derrière des emballages particulièrement soignés, vous retrouvez des carottes qui ont l'air superbes, 2 fois moins chères. Et des haricots bien mûrs pour seulement 1,03 €, soit 5 fois moins cher. Alors par quel miracle les industriels du surgelé arrivent-ils à casser autant les prix? Et leurs légumes sont-ils vraiment aussi bons que les frais? Pour répondre à ces questions, direction le nord de la France, à côté de Lille. Et plus particulièrement, dans cette immense usine située au beau milieu des champs.
Ok, donc là tu as de l'Italie, c'est tout l'Italie, ça qui démarre aujourd'hui. Comme chaque matin, le directeur commercial Vincent Marly, en casque rouge, n'a qu'une idée en tête. Faire le point sur les livraisons du jour. Il expédie dans ses cartons des milliers de tonnes de haricots verts surgelés que vous avez beaucoup de probabilité de retrouver dans vos assiettes. Le haricot vert extra fin, vous allez le retrouver, ce qui part d'ici, dans des magasins comme Leclerc, comme Carrefour, comme Auchan, comme Système U. Donc je ne vais pas citer toutes les marques, mais il y en a beaucoup avec qui on travaille. Et pour cause, nous ne sommes pas n'importe où. Bienvenue chez Penguin, le numéro 2 européen du légume surgelé. Il produit des betteraves, du chou sous toutes ses formes, des concombres, en tout plus de 40 variétés de légumes, parmi lesquels un de ses produits stars, le haricot vert, avec une promesse toujours à prix cassé. Dans son usine, le haricot vert est un légume clé. Il représente 20% de sa production. Mais pour en tirer le meilleur parti, Vincent a dû régler un gros problème, celui de son prix. Il varie énormément. En pleine saison, en août, il ne coûte que 2 € du kilo. Mais en décembre, il en vaut plus du double, jusqu'à 5 €, car il vient de loin, d'Afrique. Vous allez retrouver aujourd'hui dans les magasins des produits en provenance du Sénégal, par exemple, qui sont peut-être à 4 à 5 € du kilo. Alors pour l'acheter toujours moins cher, Vincent a décidé de ne se fournir qu'en France, et seulement en juillet-août, les mois bon marché, mais à des quantités astronomiques qu'il va pouvoir conserver en les surgelant. Ainsi, il pourra revendre ses haricots toute l'année. Il va être vendu aux consommateurs dans un magasin à peu près 1,30 €. L'intérêt pour lui, c'est qu'il va le retrouver toujours au même prix. La clé de son succès, c'est d'avoir réussi à geler les prix de son haricot toute l'année. En ce moment, à l'usine, c'est plutôt la saison de la carotte, et vous allez voir comment il rentabilise au maximum ce légume pour vous le vendre le moins cher possible. Il l'a acheté à son cours le plus bas, 6 centimes le kilo. À ce prix, il en a fait rentrer 9000 tonnes qui déferlent en cascade vers une étape encore plus spectaculaire. Et voici le cœur de son business. Derrière cette porte, oubliez les saisons. C'est la Sibérie, il fait moins 40 degrés. Une sorte de neige rose tapisse les murs et recouvre le sol. C'est simplement l'humidité de la carotte qui refroidit, crée de la neige, en quelque sorte de la neige à la carotte. Il y a quelques poussières de carotte dedans. C'est le cœur de l'usine, la machine à surgeler les légumes. En quelques secondes, les carottes sont littéralement figées. Et à cette température, elles peuvent se conserver indéfiniment. Seul inconvénient avec cette méthode choc, les légumes ont tendance à se coller entre eux pour former des blocs qui n'ont vraiment rien d'appétissant. Alors l'usine a dû trouver une solution plutôt étonnante pour éviter ce problème. Faire danser les légumes. Alors là, tu as des mouvements de tapis exprès pour effectivement casser des blocs, éviter le bloc. Donc en fait, tu es en surgélation, tu fais voler le produit, tu fais envoyer de l'air par-dessous, tu fais voler ton produit, et en fait, c'est à cœur et c'est individuel. Ensuite, tout est stocké dans un immense entrepôt, à moins 24 degrés. Avec le surgelé, Vincent a l'assurance de n'avoir aucune perte, car il dispose d'un délai confortable pour les écouler. Le rêve de tout commerçant, en mode frais, les légumes ne tiennent pas plus de 10 jours. Résultat, près de 15% partent à la poubelle chaque année. Tandis qu'avec la surgélation, On va avoir un produit qui va se tenir comme ça pendant 1 an. Qualité organoleptique maîtrisée, ça ne bougera plus comme du produit frais. vous avez bien entendu, pour Vincent, ces légumes sont de qualité produits frais. Alors qu'en est-il vraiment ? Il y a un endroit où les produits surgelés n'ont vraiment pas la cote. Ce sont les marchés. Les évoquer donne toujours l'impression de proférer un gros mot, car pour beaucoup de consommateurs, ils sont moins bons que les produits frais. Il y a forcément des conservateurs dedans et on ne sait pas vraiment quoi, etc. Je préfère acheter les produits frais et puis les faire cuire moi-même, même si ça prend du temps. J'ai l'impression qu'on perd un peu tout ce qui est vitamines, voilà. Des choses qui peuvent paraître essentielles. Je préfère consommer du frais. Voilà. Des légumes moins bons et moins chargés en vitamines, alors réalité ou simple préjugé ? Pour tirer cette affaire au clair, nous avons décidé de réaliser un petit test, juste par acquis de conscience.
Nous avons acheté des haricots verts, des carottes et des poireaux pour les faire analyser. Ceux-là sont frais du jour. Ceux-ci ont 3 jours de réfrigérateur et le dernier lot est surgelé depuis au moins 3 mois. Pour cette expérience, nous avons fait appel à des spécialistes, des scientifiques du laboratoire universitaire de Nancy. Si vous voulez venir voir les échantillons qu'on a reçus pour l'analyse. Et le patron est une pointure. Stéphane Dezaubry est professeur en chimie des aliments. Pour estimer la fraîcheur d'un légume, il va faire mesurer son taux de vitamine C. C'est un composant essentiel qui nous aide à rester en bonne santé. Pour évaluer leur taux de vitamine C, les échantillons frais et surgelés vont être mis à rude épreuve. Ils sont décortiqués, broyés et enfin plongés dans un composant chimique. Dans cette éprouvette se trouve une partie des réponses à nos interrogations. Les légumes surgelés conservent-ils toutes les qualités de leurs homologues frais? Le taux de vitamine C apparaît ici sous la forme de ces étonnantes courbes. Ce sont les haricots qui vont parler les premiers. Et là, surprise. On observe que finalement, dans le surgelé, on a une concentration en vitamine C plus élevée que dans le frais ou que dans le produit conservé 3 jours au frigo. C'est à peine croyable, mais les haricots surgelés contiennent 6 fois plus de vitamine C que les frais achetés ce matin. Et c'est la même chose pour les haricots qui ont passé 3 jours au réfrigérateur. Quant aux carottes surgelées, elles contiennent 4 fois plus de vitamine C et les poireaux surgelés, 20% de plus. Et voici pourquoi, c'est le délai de conservation qui fait toute la différence. Le produit frais est très sensible au stockage et quand on achète des produits frais, c'est quand même une bonne chose de les consommer très très vite parce qu'on sait que la vitamine C diminue assez fortement en concentration dans ces produits, même réfrigérés, même conservés au réfrigérateur. En fait, après avoir été récoltés, les légumes peuvent perdre jusqu'à 8% de vitamine C par jour. Résultat, 10 jours après leur cueillette, des carottes ou des haricots ne contiennent plus que 20% de vitamines. Mais alors comment est-il possible que des légumes vendus frais soient finalement en moins bonne forme que les légumes surgelés? La réponse, nous allons l'obtenir auprès d'un marchand primeur, en posant une question toute simple. Entre le champ, du coup, et chez vous, il y a combien de temps qui se passe à peu près? Petite semaine. Entre l'agriculture directe et rangiste et ici, une petite semaine. Qu'on peut garder même 4, 5 jours, 6 jours, 7 jours, ça dépend. Ça dépend qu'on produit. En clair, les légumes frais que vous achetez ont déjà quelques jours de stockage et de transport au compteur. Certains vendus par ce primeur mettraient jusqu'à 1 semaine pour arriver sur ces étals. Voilà pourquoi le taux de vitamine peut être très faible. Alors dans cette bataille entre le frais et les surgelés, tout se joue entre le moment où l'on cueille les légumes et le moment où on les déguste. Les producteurs n'ont donc qu'une idée en tête, multiplier les astuces pour réduire ce délai. Pour enquêter sur cette stratégie, il faut retourner dans le nord de la France, à l'usine Penguin, et s'intéresser aux carottes qui étaient en cours de surgélation, mais en opérant un petit retour en arrière. Ces carottes, elles viennent d'ici, un champ non loin de l'usine. En ce moment, c'est la pleine saison. 4500 tonnes sont en cours d'arrachage. En parc à Verde, Vincent, le responsable commercial de l'usine, est venu inspecter la récolte, avec en manteau noir un de ses collaborateurs et au centre, le propriétaire du champ. Une seule question les taraude. Les carottes sont-elles bien matures? Nous, on recherche une maturité optimale qui va donner le goût optimum. Donc en fait, le goût va être donné par le sucre, par l'ensemble du développement de la plante. Et donc c'est à son meilleur développement qu'elle aura le meilleur goût. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors Vincent déclenche une haletante course contre la montre, afin de conserver le maximum de leur qualité. Il faut les récolter à toute vitesse et surtout, perdre le moins de temps possible pour aller les surgeler. Et le problème numéro 1, ce sont les délais de transport. Pour les réduire, le groupe Penguin fait construire ses usines systématiquement en plein champ. Selon Vincent, c'est la clé de tout. Les champs sont toujours à une distance assez courte de l'usine pour pouvoir transformer rapidement, c'est le principe. Donc là, les 2000 hectares qu'on a autour de cette usine sont toujours, grosso modo, à maximum 2 heures de l'usine. Les légumes fraîchement récoltés viennent d'arriver à l'usine après 1 heure de voyage.
Et là, tout va s'accélérer. Les carottes sont lavées, triées et découpées à un rythme effréné. 2 heures plus tard, elles pénètrent dans le tunnel de surgélation. Au final, elles seront restées à l'air libre seulement 3 heures après avoir été récoltées. C'est la tactique de choc du surgelé pour contrer les légumes frais dans vos rayons. Et encore, ce n'était que l'avant-garde de l'offensive. Avec ces méthodes de production, les surgelés ont conquis plus de 20% du marché des légumes. Face à un tel succès, les industriels ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Les surgelés ont décidé de s'attaquer à un marché beaucoup plus juteux et encore plus grand, celui des plats cuisinés. Le succès a été encore plus foudroyant qu'avec les légumes. Au bout de 40 ans, les surgelés représentent désormais 30% du marché. Et vous allez comprendre pourquoi. Parmi les acteurs qui ont contribué à attaquer le marché des plats cuisinés, il y en a un qui a joué un rôle déterminant. Nous avons retrouvé sa trace au bord de la Manche, dans le Pas-de-Calais. Il habite cette demeure cossue, dans la petite ville d'Ardelot. C'est un architecte de formation, et rien ne le prédestinait à se lancer dans le surgelé. Son nom, François Théron. Il a 70 ans. Mais par-dessus tout, c'est un fin gourmet qui adore cuisiner, notamment avec ses copains. On va réduire les champignons surgelés. À tel point qu'à l'âge de 36 ans, il décide de changer de vie. Il abandonne l'architecture pour ouvrir avec sa femme en 1978 un restaurant un peu kitsch à Boulogne-sur-Mer. Un établissement plutôt classique, sauf pour ses desserts. Car François Théron fabrique lui-même des sorbets qui rivalisent avec les plus grands glaciers de Paris. Voilà, départ. Donc les glaces, les sorbets. Nous sommes au début des années 90 et ces petits sorbets vont bouleverser son destin en lui permettant de devenir une des pointures dans le surgelé alors en pleine expansion, avec l'arrivée de poids lourds comme par exemple Findus. Tout le monde vient à la maison. Car depuis 10 ans, les industriels ont poursuivi leur offensive. Après les légumes, ils s'attaquent au marché des plats cuisinés, en commençant par les plus populaires, paella, pizza. Findus investit massivement dans des campagnes de publicité à la ritournelle entêtante. Tout le monde vient à la maison. Et cette marque est très vite concurrencée par d'autres industriels, comme par exemple Picard, qui inonde le marché avec une production extrêmement variée. Des entrées aux plats de résistance. Une marque se voulant plus haut de gamme, avec des publicités qui comparent ses desserts à des œuvres d'art. 12 mini éclairs gourmands. 4 parfums exclusifs pour vous laisser tenter. Et en recherchant de nouveaux desserts plus sélects, Picard découvre par hasard les sorbets très riches en fruits de François Théron. La marque achète alors toute sa production. Donc ça, c'était le baseline, c'est le retour aux vraies saveurs, qui est un petit peu les fondamentaux de ce que souhaitait cette enseigne. Voilà la stratégie pour s'imposer sur le marché. Jouer sur des saveurs fortes dans des surgelés à l'époque souvent fades. François Théron est embauché par Picard. Il doit développer des produits plus élaborés que les seules pizzas qui encombrent le marché. Et il décide de s'attaquer aux plats cuisinés qui contiennent des produits nobles, comme par exemple la Saint-Jacques. Dans sa ligne de mire, cette fois-ci, les traiteurs et leurs plats tout préparés, appétissants mais plutôt chers. Pour une coquille Saint-Jacques, comptez 15 € l'unité. Mais il s'agit aussi de se différencier d'autres marques qui revendent des coquilles à prix cassé, de qualité moyenne, avec des pétoncles, la Saint-Jacques du pauvre, en provenance du Pérou ou d'Argentine. Alors François Théron doit se débrouiller pour dénicher de la vraie Saint-Jacques, mais pas trop chère. C'était en 95. À Saint-Brieuc, j'avais entendu le matin qu'il y avait des noix de Saint-Jacques sur le quai qui étaient invendues parce que le marché s'effondrait, enfin le frais n'absorbait pas la pêche. Et j'ai proposé à mon président d'aller à Saint-Brieuc dans une unité de production et de récupérer ces Saint-Jacques françaises. Et pour trouver de vrais Saint-Jacques bon marché toute l'année,
François Théron va appliquer aux plats cuisinés les mêmes méthodes qu'aux légumes, les acheter au moment où elles sont les moins chères. Bon, évidemment, on ne les achète pas au moment de Noël, puisque là, toute la pêche est consommée, mais on les achète à d'autres périodes, bien évidemment, en octobre, novembre. Et comme pour les légumes, il va les surgeler dans la foulée. Il peut ainsi les conserver autant qu'il le souhaite. Et pour séduire la ménagère, il copie les traiteurs jusque dans les moindres détails, comme par exemple la petite noix de beurre qui décore la coquille. Mon esprit, à chaque fois que j'élabore un produit, c'est que la ménagère arrive avec ce produit à table et à chaque fois, elle a des compliments. Et on est ravis de savoir que ses invités vont lui dire « c'est toi qui l'as fait » ou « tu as trouvé ça ». Et bien souvent, ça lui arrive de dire « c'est moi ». Et ça, c'est une grande fierté. 2 mois après sa commercialisation, cette coquille se hissera en tête des ventes. Selon François Théron, Picard change alors de catégorie. Picard arrive à rivaliser avec les artisans ou les traiteurs très connus dans chaque ville. Et là, on arrive avec un produit effectivement exceptionnel, mais beaucoup moins cher, parce qu'acheté par grande quantité, amorti. Une coquille qu'il arrive à sortir à 6,50 €, 2 fois moins cher que chez un traiteur. Avec cette recette, il gagne la confiance de Picard. Il est chargé de pondre 3 nouveaux plats par semaine. Pour aller vite, François Théron revisite principalement des classiques. Un magret de canard sauce framboise pour le dimanche, mais aussi des recettes pour tous les jours. Par exemple, il transformera les traditionnelles lasagnes bolognaises, trop classiques à son goût, en lasagne chèvre épinard, un peu plus originale. En 15 ans, il aurait développé 750 recettes qui permettent à Picard de devenir, au début des années 2000, le leader du surgelé en France. Une offensive qui finit par agacer un énorme concurrent. Un mastodonte qui a décidé de riposter en mettant tout son poids dans la balance, la grande distribution. Elle contre-attaque en proposant elle aussi ses surgelés, avec en ligne de mire des plats préparés extrêmement populaires, comme par exemple les poêlés de légumes. Toutes les marques en proposent. Il y a la campagnarde, la paysanne, la parisienne ou encore la landaise. Un produit surgelé qui s'impose vite car en 10 minutes, vous pouvez préparer un plat d'1 kilo. Et ce, sans avoir à laver, découper et cuire la demi-douzaine d'ingrédients qui le composent. Picard propose sa campagnarde à 3,95 € le kilo. Les hypermarchés décident alors de vendre leur poêlé à moins de 2,50 €. Mais quelque chose nous intrigue sur la poêlée landaise. La recette comporte des ingrédients plutôt onéreux, comme des gésiers et du magret de canard. Alors comment l'enseigne qui la commercialise fait-elle pour la proposer aussi peu cher? Vous allez voir que pour en arriver là, il a fallu déployer toute une série d'astuces sur lesquelles les grandes surfaces restent plutôt discrètes. Nous sommes donc partis sur la trace de cette fameuse poêlée landaise. Et première surprise, ce plat surgelé n'est pas du tout fabriqué dans les Landes, mais en Belgique, chez un très gros industriel qui ne nous est pas inconnu, le groupe Penguin, le spécialiste des légumes surgelés en Europe. À l'intérieur, Vincent, ça va bien? Nous retrouvons Vincent Marly, souvenez-vous, l'expert en haricots et carottes. Il est suivi par le chef cuisinier de l'usine, Christian Lemanac. Le responsable des poêlés aujourd'hui, c'est lui. Et il a transformé cette partie de l'usine en impressionnante machine à débiter de la poêlée de légumes. Et au départ, la version landaise, elle ressemble à ça. Un nuage d'azote. Car c'est ici que les ingrédients sont surgelés à moins 186 degrés. Un peu plus loin, nous découvrons enfin les composants de la poêlée. Du magret de canard, des pommes de terre, des haricots verts, le tout agrémenté de petits secrets de la recette du chef. Et puis on voit ici également qu'on a des morceaux de champignons et puis on a rajouté d'autres éléments pour faire une sauce et un mix à l'intérieur. Tous les ingrédients surgelés sont mélangés automatiquement avec ce robot verseur. Puis, direction la ligne d'emballage. L'usine ensâche ainsi 1 demi-million de poêlés par an. Et ce sont toujours des robots qui remplissent au gramme près chaque sachet, avant de quitter la Belgique pour vos assiettes.
Tout a été concocté par le chef Christian. Il a des dizaines de recettes de plats cuisinés à son actif. Mais il se souvient particulièrement de celle de la poêlée landaise, car elle lui aurait donné pas mal de fil à retordre. Pour réaliser cette poêlée landaise, on avait un budget d'environ 1,80 à 2 €. Donc pas simple, avec des ingrédients relativement nobles comme du gésier et du magret de canard. 1,80 € par paquet, c'est la limite à ne pas dépasser. Tout en conservant gésier et magret pour bien concurrencer Picard, Christian a dû donc faire des miracles. Alors voilà comment il s'y est pris. Il n'a pas lésiné sur la pomme de terre parce que c'est l'ingrédient qui coûte le moins cher. Je pars dans un premier temps sur la moitié en pommes de terre. C'est-à-dire 500 g de pommes de terre. Ensuite, il s'attaque aux haricots verts. Il en verse 180 g. 100 g de champignons et 50 g d'oignons. Mais pour le gésier, comme le prix est très élevé, il n'en mettra que 6% du plat. Reste enfin le magret, le produit le plus cher. On a maintenant le magret de canard. Donc là, c'est encore un produit qui est plus cher que le gésier. Christian n'en mettra que 28 grammes, seulement 3% de la poêlée. Mais il a dû trouver encore d'autres économies à réaliser. Le produit correspondait à leurs attentes. Mais voilà, on était un petit peu au-dessus du budget initial. Alors avec la grande surface, ils auraient imaginé un petit tour de passe-passe. Un peu de pommes de terre, on va en retirer 50 grammes. Un peu de haricots verts, 20 grammes. Au lieu d'augmenter le prix, ils décident de mettre les consommateurs au régime en réduisant les portions. On va prendre des gésiers sur lesquels on va en retirer 8 grammes. Et on est arrivé à notre 900 grammes. Ce qui correspond aux 10% qu'on avait de trop par rapport à notre budget de départ. Vous avez bien entendu, le paquet ne pèse plus que 900 grammes au lieu de 1 kg souhaité initialement. Pour arriver à environ 1,80 €, il a supprimé 10% d'ingrédients. On est arrivé à ce grammage justement pour que le prix consommateur soit attractif sur des produits tels que ce style de poêlée en fait. Dans le marché du low cost, le poids est devenu un enjeu économique. Et voilà pourquoi certains paquets pèseraient aujourd'hui 900 grammes. Mais le consommateur est-il vraiment au courant de cette petite astuce? Pour Christian, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le consommateur lambda regarde, quand il achète un sachet, c'est ce qu'il achète. S'il achète 1 kg, 1,5 kg, puisqu'il existe aussi, ou 900 grammes, non, je pense que le prix est bien indiqué sur le grammage. Je pense que non, il est conscient du produit qu'il achète. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car dans ce plat cuisiné, le poids ne serait peut-être pas l'unique élément qui aurait permis de rentrer dans le budget. Dans un instant sur D8, vous découvrirez les autres astuces des industriels pour vous faire acheter toujours plus de surgelés. Vous verrez comment, pour vous appâter, ils se sont attaqués à des desserts stars issus de la haute gastronomie, comme le coulant au chocolat. Et là, c'est le joyeux de la marque. Vous découvrirez ensuite ce qui se cache dans la composition d'un des produits les plus populaires de vos rayons, le jambon. Tout est imaginable. Depuis les chaînes de fabrication du géant Herta jusqu'aux producteurs de charcuterie low cost, plongez dans les coulisses de votre jambon quotidien. Dans le marché du low cost, le poids est devenu un enjeu économique. Et voilà pourquoi certains paquets pèseraient aujourd'hui que 900 grammes. Mais le consommateur est-il vraiment au courant de cette petite astuce? Pour Christian, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le consommateur lambda regarde, quand il achète un sachet, c'est ce qu'il achète. S'il achète 1 kg, 1,5 kg, puisqu'il existe aussi, ou 900 grammes, non, je pense que le prix est bien indiqué sur le grammage. Je pense que non, il est conscient du produit qu'il achète. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Car dans ce plat cuisiné, le poids ne serait peut-être pas l'unique élément qui aurait permis de rentrer dans le budget. Quand on examine les ingrédients sur le paquet, une question nous vient à l'esprit. Quelle est la provenance des produits les plus coûteux, comme le magret de canard? Et voici la réponse de Christian, le chef cuisinier. C'est un produit qui vient d'où, par exemple? De France. Il vient aussi de France. C'est exact, mais ce serait peut-être un peu plus compliqué. Discrètement, nous vérifions sur un carton, il est bien indiqué « Fabriqué en France ». Mais alors, vient-il bien du sud-ouest, comme le suggère l'appellation poêlée landaise? De retour au bureau,
nous retrouvons le fournisseur sur Internet. Il est bel et bien installé dans l'Hexagone, mais pas du tout dans le sud-ouest, en Bretagne, à Quévin. En l'interrogeant sur ses produits, nous allons même découvrir que ces magrets de canard n'auraient de France que le nom. Ils proviendraient en fait de beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ce sont des magrets qu'on achète essentiellement dans les pays de l'Est, que l'on va cuire et fumer en même temps, ensuite émincer et surgeler cuire. Vous ne faites pas du tout de magret français? Du tout. On ne pourra pas vous vendre de français, quoi. C'est Hongrie, Bulgarie, Pologne. Là, on est sur du hongrois, par exemple. En fonction des disponibilités, des prix, on va aller le chercher chez un ou chez l'autre. Ces canards seraient donc importés d'Europe de l'Est. Ils seraient simplement fumés et surgelés en Bretagne. Une transformation française qui permet aux fournisseurs bretons d'apposer tout à fait légalement la mention « Fabriqué en France » sur ces cartons. Et voilà comment les poêlés sont devenus un des produits stars des hypermarchés. Il faut dire que les surgelés sont devenus incontournables. Plus aucun domaine de l'alimentaire ne leur échappe. Les légumes, les plats traiteurs et aujourd'hui, ils s'attaquent à un nouveau secteur, la haute gastronomie. Foie gras, truffes et surtout un dessert star issu des grands restaurants, le moelleux au chocolat derrière lequel se joue une bataille économique sans merci. L'étonnante affaire du moelleux au chocolat surgelé a débuté ici en plein Massif central, dans le petit village de La Guiole. Un peu à l'écart, avec une vue imprenable sur les hauts plateaux de la région, une bâtisse contemporaine. C'est un des restaurants les plus réputés de France, 3 étoiles dans les guides gastronomiques. C'est le fief de Michel Bras, grand chef cuisinier depuis plus de 45 ans, et désormais de son fils Sébastien qui a pris la relève en 2002. Alors ici on est au salon où les clients prennent l'apéritif, les cafés en fin de repas. C'est la basse saison, l'établissement est fermé et les Bras en profitent pour réfléchir aux nouvelles recettes de 2016. Normalement devrait être enneigé à cette époque. On va essayer d'en cuire pour voir. Ils sont connus pour réaliser des desserts particulièrement créatifs, comme leur millefeuille à tuiles verticales, leur roulé au caramel ou encore une poire belle Hélène revisitée. Et surtout pour une pâtisserie mondialement connue, un gâteau unique, enjeu d'une bataille insoupçonnée, le coulant au chocolat. Une histoire pour laquelle il faut faire un retour dans le temps. Tout commence en 1979, toujours dans l'Aubrac. À cette époque, Michel Bras réfléchit à un dessert inédit. Confectionner un gâteau croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Le coulant au chocolat. Seulement voilà, aucun chef n'avait encore réussi à combiner du croquant et du coulant. Bon, première étape dans la fabrication du coulant, la confection de la ganache. Sébastien commence par fabriquer le coulant, le cœur de son dessert, avec cette crème au chocolat. Ouais, voilà, là je contrôle parce qu'on ne sait jamais s'il y a des déviances. Donc je porte à ébullition les liquides et le beurre. Sébastien ajoute du chocolat et fait fondre le tout. Voici la texture qu'il souhaite obtenir au cœur de son biscuit. Mais pour le moment, le coulant est techniquement inutilisable. Si vous voulez, au départ, c'était ce chocolat que je vous retrouvais à l'intérieur du biscuit en deuxième phase. Mais pour le tenir, ce chocolat, quand il fallait le couler dans le biscuit, c'était mission impossible, on n'arrivait pas parce qu'il y en avait partout. Impossible de retenir le coulant dans le gâteau, il s'échappait de partout. Il fallait trouver un moyen de le solidifier avant de le mettre au four. Un jour, j'ai eu le flash, je ne sais pas comment, l'idée de le surgeler et d'incorporer ce noyau dur à l'intérieur du biscuit de chocolat. Si j'avais pas eu la surgélation, il n'aurait jamais existé. Les cœurs coulants sont donc envoyés au surgélateur pour les solidifier. Ils y resteront une trentaine de minutes. Pendant ce temps-là, Michel s'attaque au biscuit croquant, qu'il répartit dans des petits moules en fer blanc. Ce sera la partie craquante de son dessert. Ensuite, il va rechercher dans le surgélateur son coulant solidifié. Donc voilà les noyaux qu'on a coulés tout à l'heure qui étaient liquides. Et il les introduit au beau milieu de ces gâteaux croquants. Il ne reste plus qu'à les faire cuire.
Et au bout de 20 minutes, le tour est joué. Ils ont l'air pas mal. Et voilà, le bijou. N'est-il pas beau? Le gâteau reste croustillant, tandis que le cœur surgelé a entièrement fondu. Une cascade de chocolat s'échappe de l'intérieur. Mon Dieu, tout ce chocolat. Ça sent bon, ça. Hein? Tu rajeunis de 40 ans, là, c'est ça? Eh oui. Le gâteau semble au point. Les bras sont ravis et leur client encore plus quand ils le découvrent pour la première fois au printemps 1981, il y a plus de 35 ans. Bon, maintenant, tout le monde le connaît, mais je sais qu'au départ, moi, je me camouflais derrière la porte d'accès à la salle et je regardais La réaction des clients? la réaction des clients. C'était étonnant de les voir comme ils étaient épanouis quand le chocolat coulait. Les bras ont réussi leur pari, leur dessert fait un carton. Et comme ils sont les seuls à savoir comment le réaliser, leur notoriété explose. Michel Bras intègre, 18 ans après, le club très fermé des chefs triplement étoilés. Il est désormais considéré comme un des 10 meilleurs cuisiniers du monde. Mais il va connaître un revers dans ce parcours sans faute. Il va perdre l'exclusivité de son dessert star. Car un beau jour, Michel Bras décide de publier un livre de recettes qui va aiguiser la curiosité de toute l'industrie alimentaire. Ça, c'est le premier livre que j'avais écrit. Donc là, il y avait le coulant. C'était 92. Et là, il va se révéler un peu trop naïf. Il se met à décrire par le menu la façon de réaliser son dessert, incluant l'étape clé jusqu'ici inconnue de tous, celle du coulant solidifié par surgélation avant d'être introduit dans le gâteau. Alors, il y a tous les divers process de fabrication. Et quand on le glisse sur l'assiette, et puis quand on l'ouvre, voilà. Coulant majesté. Dans ce livre, vous dévoilez tous les secrets du coulant. Mais oui. Ah oui, c'est la vraie recette. Et qui n'a pas bougé encore. Hein. Non, On n'a pas bougé. Finalement, vous avez dévoilé à l'ennemi. Ouais, bon. Les Bras s'en moquent un peu. En revanche, à 800 km de là, il y a un autre professionnel de la cuisine qui lui a senti tout le profit qu'il pourrait retirer de ce dessert star. Il s'agit de François Théron, en charge des nouvelles recettes chez Picard. En janvier 2000, il développe pour la marque son propre moelleux au chocolat, mais en cassant les prix. François Théron sort son gâteau à 1,95 €, prix public. Et là, c'est le joyau de la marque. Parce que c'est un produit à grand succès, il s'en vend à peu près 2 millions par an. Vous allez tout comprendre. On va ouvrir cette gourmandise. Voilà. L'industriel du surgelé a réussi à fabriquer un dessert très ressemblant à celui issu de la haute gastronomie, tout en étant accessible aux consommateurs. On a une réalisation qui se fait en quelques minutes, magique, pratique, dans lequel on retrouve le croûté, le croustillant et le coulant. Rien qu'avec ce gâteau, la marque réaliserait un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros par an. C'est l'un des produits qui m'a apporté le plus de satisfaction, mais pas qu'à moi, bien évidemment. Oui, aux actionnaires aussi. Je pense que les actionnaires étaient ravis. Ils le sont toujours. Fort de ce succès, toute la concurrence s'est ruée sur le moelleux au chocolat. Et dans son Aubrac natal, Michel Bras, l'inventeur de la recette, n'en revient toujours pas. Alors moi, je les collectionnais, les boîtes. Certaines répliques sont même signées par des chefs étoilés. C'est quoi ça? C'est trop gros. Et c'est quand même un comble que ce moelleux au chocolat soit signé par 2 autres chefs. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, tous. Le coulant, je l'ai vu naître. Je l'ai vu couler la première fois. Reste un dernier mystère dans cette bataille du moelleux. Comment les poids lourds du surgelé ont-ils réussi à combiner d'une manière industrielle du croquant et du coulant dans un même gâteau? Un secret si bien gardé que seule une usine près de Rennes a accepté de nous révéler comment ils s'y sont pris. Donc là, comme on voit, il fait froid là. À sa tête, Anne Fouché, dont la famille est dans les gâteaux depuis 45 ans. Voici ces moelleux au chocolat qu'elle a réussi à fabriquer à échelle industrielle. 20 grammes. Ah, vous voyez, il est vraiment dur. Il est surgelé. Depuis 15 ans,
Anne Fouché s'est spécialisée dans la fabrication de ce dessert star. Chaque mois, son usine en produit 350 000. Elle en connaît la recette par cœur. Alors là, vous avez mélangé chocolat et farine. Chocolat, de la farine, de l'eau. De l'eau, du sucre et vous rajoutez les œufs. Ces coulants, Anne les revend 60 centimes pièce. Mais pour arriver à ce petit prix, on est bien loin des cuisines alléchantes des Bras, père et fils. Avant de passer au four, ces moelleux ressemblent à ça. Une mixture pas très appétissante. Mais pour faire des moelleux à l'échelle industrielle, il faut un peu s'éloigner de la recette étoilée. Et voici pourquoi. Si Anne veut revendre ses moelleux 60 centimes pièce, ils ne doivent pas lui coûter plus de 35 centimes pour qu'elle s'y retrouve. Alors elle compresse les coûts grâce au volume. Chaque sac correspond à 1 tonne de sucre et ceux du bas, chacun à 1 tonne de farine. Ah, vous allez reconnaître tous les ingrédients, comme à la maison. Comme à la maison, enfin, pas tout à fait. Par exemple, chez elle, les œufs arrivent par barrique de 1000 litres. C'est 30% moins cher que des œufs frais, mais c'est surtout beaucoup plus pratique à préparer. C'est par coup de dizaines de kilos dans chaque recette. Donc, à 20 grammes l'œuf. Des œufs liquides et, plus étonnant dans la réserve, pas de beurre. En guise de matière grasse, des hectolitres d'huile. Là, ce sont des cuves d'huile où on dit de la matière grasse végétale, puisque nos gâteaux, et notamment le cœur coulant, sont fabriqués avec de l'huile, matière grasse végétale, et non pas du beurre qui réagit très mal au chocolat. Pourtant, Michel Bras utilise bel et bien du beurre dans sa recette. C'est même ce qui donne le crémeux de la ganache. Mais cet ingrédient coûte 3 fois plus cher que l'huile de colza. Et c'est là où Anne Fouché a dû se casser la tête pour trouver une technique meilleur marché que celle des Bras. Elle est parvenue à créer une pâte unique qui va être à la fois dure à l'extérieur et molle à l'intérieur. Je dis que c'est une pâte liquide. On va avoir un gâteau croûté à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc 2 textures différentes alors qu'on n'en a qu'une là. En fait, ici, l'étape de la ganache de Michel Bras, qui donne le cœur coulant, a été supprimée. C'était l'une des étapes les plus coûteuses en main-d'œuvre. Pour remplacer les employés, elle a tout simplement investi dans un immense four, le cœur de son secret. Le gâteau ne cuit pas de façon uniforme. On le cuit tantôt de manière beaucoup plus élevée au-dessus. Après, on va cuire dessous, plus lentement, plus doucement à la fin de la cuisson. Ça permet d'avoir ces doubles textures et de ne pas tout cuire violemment, tout le gâteau, et pour pas qu'il soit homogène. Pendant plus de 30 minutes, les coulants passent sous 300 brûleurs disséminés tout au long de leur parcours. Et à la sortie, voilà le résultat. Il a bien l'aspect brillant, on veut, lisse sur le dessus, et on va voir s'il a bien la double texture. Donc là, on a bien une petite croûte, et quand je perce la croûte, on a bien la texture très moelleuse. Donc c'est bien un cœur coulant. En fait, voilà l'astuce. Anne n'introduit pas du coulant à l'intérieur de son gâteau, mais elle a juste trouvé le moyen de contrôler la cuisson pour que la pâte ne soit pas complètement cuite dedans. Et c'est une fois terminé que les gâteaux sont envoyés à la surgélation. À partir de là, ils peuvent être conservés 18 mois, idéal pour les restaurateurs. Que ce soit dans sa cuisine ou au restaurant, cette pâtisserie illustre parfaitement une des armes les plus efficaces des surgelés pour pénétrer tous les marchés de l'alimentaire. Donner l'impression du fait maison, mais issu d'une production industrielle à très grande échelle.